Yo, nouvelle vidéo sur Vapor. Aujourd'hui on va parler de base de données et de modèles. Le but ça va être de comprendre ces concepts, savoir comment créer un modèle, comment le migrer, comment mettre à jour un modèle déjà existant. Et une fois que les modèles seront mis en place, on va voir comment insérer en BDD, supprimer ou tout simplement récupérer une donnée qu'on aurait déjà sauvegardée en base de données. Pour ce faire, on va partir d'un nouveau projet, donc on bascule côté Xcode. On se retrouve donc côté Xcode, on va créer notre nouveau projet, donc Vapor New, la commande ne change pas. On va l'appeler Hello BDD. On valide. Du coup là on récupère les mêmes questions que ce qu'on a vu dans le premier épisode sur Vapor. Et pour le coup on va utiliser Fluent. Fluent qui est l'ORM qui va nous permettre de communiquer avec la base de données. Donc là on met Yes. Dans notre cas on va utiliser PostgreSQL. Après vous répondez à la question en fonction de ce que vous souhaitez utiliser comme base de données. Par contre pour la question sur Live, cette fois on va pas faire de templating. On n'en a pas besoin, on va faire uniquement des calls API. Ou qu'on n'active pas le framework. C'est parfait, le projet est créé, on va pouvoir voir ce qu'il nous a fait côté code. Je viens d'ouvrir le projet, donc comme vous pouvez le voir, il y a des fichiers en plus, comparé aux autres créations d'un projet Vapor, comme on a pu le voir dans les autres vidéos. Donc déjà, on a un dossier modèle et on a un dossier migration. On va commencer dans l'ordre par le dossier modèle. Côté modèle, Vapor nous crée une classe ToDo, donc cette classe vient extendre le protocole modèle et elle est composée d'un ID et d'un title. Le but de cette classe est de représenter ce qu'on va avoir côté base de données. Donc la classe ToDo va nous permettre de créer des ToDo, de venir en supprimer ou autre, et donc d'interagir avec notre base de données. Le fichier qu'on a en plus, on a aussi le DTO. En gros, le fichier DTO, ça va nous permettre de récupérer de la data et de le convertir en objet. Donc dans ce cas-là, en fait, l'objet c'est ToDo. Donc data to object. Ce fichier, en fait, il est utilisé par exemple pour insérer une ToDo en BDD. Tu vas récupérer la data via un JSON et tu vas utiliser le DTO pour décoder ce JSON et ensuite le convertir vers ton modèle. Donc c'est pour ça qu'on a une fonction toModel qui est présente ici. Maintenant, en termes de modification en dehors de la partie purement fichier Vapor, on va avoir Docker Compose qui va être différent. En fait, dans Docker Compose, en plus d'avoir toute la partie application, donc la partie purement Vapor, on va récupérer toute la partie base de données. Ça va être des containers qui vont gérer Postgre, simplement car au moment de la création du projet, on a choisi Postgre comme type de base de données. Comme on peut le voir ici, on est sur du Postgre 16. Ce qu'on va faire maintenant, c'est venir configurer notre environnement, donc utiliser .env. .env est utilisable avec Vapor, mais aussi avec plein d'autres solutions back-end, que ce soit du Node.js, du PHP ou autre. En gros, ça va nous permettre de stocker ces différentes informations, donc par exemple le user de la BDD, le password de la BDD. Du coup, on va créer un fichier qu'on va appeler .env.development, simplement car on est dans l'environnement de développement. On le crée à la racine de notre projet, sauvegarde. Oui, on utilise bien le point, c'est .env.development, un fichier qui est caché. Ensuite, ici, c'est du .env, donc on va pouvoir associer nos clés à des valeurs. Du coup, là, je viens de créer les différentes clés avec les valeurs. Donc, j'ai créé une clé d'environnement. Potentiellement, dans le code, ça va me permettre de savoir sous quel environnement je suis actuellement en train de tourner. Donc, pour activer ou non certaines features, par exemple. Ensuite, au niveau de la base de données, Lost. Pour nous, ça va être du localhost, le port, le username pour se connecter à la base de données, ainsi que le mot de passe, et enfin, le nom de la base de données. Maintenant que c'est sauvegardé, on retourne dans notre Docker Compose, et ici, en fait, on va remplacer les différentes informations. Donc, comme on peut le voir ici, on utilise $accolade et le nom de la variable associée. Voilà, c'est fait. Pour les variables d'environnement, maintenant on va faire pareil pour le conteneur de Postgre. Et donc j'ai fait pareil dans le bas du fichier, j'ai remplacé les valeurs en brut par les variables qu'on a créées, donc les variables d'environnement, comme on peut le voir ici. Et surtout, n'oubliez pas pour le port, c'est exactement le même principe, la seule différence c'est que là c'est une string. On retourne côté terminal, maintenant le but ça va être de lancer Docker vu que tout est prêt au niveau des conteneurs. Donc je me suis déplacé au niveau du dossier du projet. On lance la commande Docker. On n'oublie pas de préciser le fichier d'environnement pour qu'il récupère toutes les clés qu'on vient de définir. Et on exécute. Ça prend un petit peu de temps, forcément Docker va venir télécharger les différents conteneurs et les différentes images que vous n'avez pas forcément en local. Donc Postgre, toutes ces choses-là. Donc il faut le laisser compiler, il va tout faire de son côté. Du coup le chargement est terminé, c'est bon. Comme on peut le voir, j'ai une petite erreur au niveau du port utilisé. Donc simplement car j'ai plusieurs Postgre qui sont installés au niveau de Docker. Pour des projets Vapor ou autres, et du coup le port est déjà utilisé, je vais simplement en donner un autre. Du coup on retourne au niveau de nos clés et de nos valeurs, je passe de 5432 à 5433 et j'en profite au niveau du password à mettre des guillemets, car vu qu'il y a des caractères spéciaux, on peut avoir des erreurs. Si jamais vous avez des erreurs au niveau du mot de passe quand vous lancez votre Docker, pensez à mettre des guillemets pour bien encapsuler la string. Une fois que c'est fait, on va relancer la commande.
Donc toujours la même commande, on repasse sur le terminal et j'envoie, tout est bon, c'est lancé. On va regarder ce qui se passe au niveau de l'appli Docker, comme on peut le voir on a Hello BDD qui est bien créé, on a notre partie app et notre partie base de données. La partie app on va l'arrêter, pourquoi? Parce qu'on va l'exécuter à partir de Xcode, ça va nous permettre de débugger directement le code, d'utiliser les breakpoints, les choses comme ça. Donc on n'a pas besoin de Docker pour exécuter cette partie là. Par contre la partie base de données, on va l'utiliser, hein. Forcément on va pas gérer la BDD de notre côté. Donc on l'arrête, c'est parfait, et vous laissez la BDD s'exécuter normalement. On retourne côté Xcode, on n'oublie pas de modifier le scheme, puisque pareil, il faut que Xcode puisse récupérer les .env qu'on a définis. Dans Options, et ici on va utiliser un Custom Working Directory. On vient donc lui donner la source de notre projet, on valide, c'est parfait, et derrière on peut build. Donc tout est bon, tout s'est buildé, il n'y a pas eu de problème. On voit qu'on a bien la notice ici avec l'adresse IP et le port. On va donc pouvoir commencer à utiliser notre projet et faire les différents tests. Pour ce faire, on va déjà regarder au niveau du contrôleur qui a été automatiquement généré ce qu'il contient. On peut constater que plusieurs routes ont déjà été créées, donc dans le cas d'un get, dans le cas d'un post, et ensuite dans le cas d'un delete. Du coup, on va pouvoir récupérer soit un tableau de to-do à faire, soit un to-do spécifique, ou alors une HTTP statut dans le cas où on souhaite une suppression pour savoir si oui ou non la suppression a bien eu lieu. Pour tester les différentes routes du projet, on va utiliser Bruno, donc c'est un IDE un petit peu comme Postman qui va nous permettre de tester les différents calls. Du coup, on va créer une nouvelle collection. On l'appelle Hello BDD. En fait, l'avantage, c'est quand un dev va pull le projet, il va pull en même temps toutes les infos de Bruno et donc il va pouvoir tester les différents calls que vous avez mis en place dans le projet. Ça évite de devoir chercher le fichier de configuration de Bruno dans un repo différent ou à un autre endroit par exemple. Donc je viens sélectionner la racine du projet, j'ouvre, parfait, le nom du dossier, tout est bon, on crée. Maintenant que la collection est créée, on va commencer à créer les différents calls. Donc on va au niveau de notre collection, nouvelle requête, et de l'HTTP, on va faire le call pour le create, et du post. On vient donc placer la route et on rajoute le pass. Donc pour rappel, c'est ce qu'on avait ici, hein. Tout est regroupé au niveau de to-do au pluriel. Donc on est bien sur du post et donc au niveau du body, on va venir rajouter les informations pour créer un nouveau to-do. Donc ça va être un format JSON avec un ID, et un title. On va aller vérifier pour être sûr. Donc au niveau du DTO, on a bien ID et title. Par exemple, le numéro 1 et le title, ça va être bonjour. On envoie. On reçoit une erreur car l'ID n'est pas au bon format. Ce que Vapor attend, c'est un UID. Et nous, on a envoyé une string avec juste un ID. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rendre l'ID automatique. Pour ça, on va l'effacer ici. On retourne côté Xcode et du coup, dans le cas où self.id est nil, ce qu'on va faire, c'est générer un nouvel ID. Voilà, parfait, comme ça, quand on envoie la requête, dans le cas d'une création à to-do, on n'a pas besoin d'envoyer l'ID en plus. L'ID va être généré automatiquement. Après, si on souhaite le donner, c'est toujours possible de le faire. On retourne sur Bruno. N'oubliez pas de recompiler du coup votre serveur et donc si on renvoie la requête, on voit qu'on a une erreur au niveau du SQL. On va donc voir ce qui se passe. Et en fait, au niveau de la console d'Xcode, on voit que la relation to-do, donc en fait la table n'existe pas. C'est pour ça qu'il ne peut pas faire une insertion parce que la table n'est pas existante au niveau de la BDD. Pour ça, on va regarder au niveau du fichier de configure. On voit qu'effectivement, on a bien enregistré entre guillemets la migration. Donc on informe bien Vapor que create_todo doit s'exécuter. Hein, c'est un fichier de migration, il contient des modifications de la base de données. Donc si on regarde le fichier dans le détail, en fait, il contient les informations pour créer la table to-do. Donc il va contenir nos différents to-do avec l'ID, le title. On informe que le title est obligatoire et que c'est une string. Donc en gros, ça explique à la base de données ce qu'elle doit faire pour répondre à la nouvelle demande, donc pour préparer la migration. Le seul problème, c'est qu'au niveau de configure, à aucun moment on indique à Vapor qu'il doit exécuter les fichiers qui sont en attente de migration. En fait, vous pouvez mettre plusieurs fichiers en attente de migration, lui il va enregistrer lesquels il a déjà exécutés. Et quand vous demandez une nouvelle migration, il sait qu'il ne doit pas réexécuter par exemple les 7 migrations précédentes, mais juste la dernière. Et donc pour ce faire, on va lui dire qu'il doit essayer d'attendre la migration. Et donc on a la méthode app.automigrate pour lui dire bon là potentiellement tu as des fichiers en attente de migration qui doivent altérer la base de données. Tu vas essayer de tout exécuter ou en tout cas d'exécuter les fichiers que tu n'as pas encore exécutés. On rebuild et on voit dans la console qu'on a un peu plus d'informations. Il s'est passé des choses au niveau de la préparation de la base de données, il y a eu des modifications. Donc on va relancer la requête pour voir si ça corrige notre erreur.
Et effectivement, on voit qu'on a un success. On a bien un ID qui a été généré avec notre title bonjour. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de récupérer ce to-do pour vérifier qu'il est bien enregistré en base de données. Là, on vient de le créer. Le but, ça va être de le fetcher maintenant. On se rend compte qu'on a bien get, sauf que ça retourne un tableau de to-do. Donc, ça retourne l'ensemble des to-do qui ont été insérés en base de données. On va déjà tester cette route et du coup, par la suite, on va en créer une seconde qui va nous permettre de récupérer qu'une seule to-do et non pas l'ensemble des to-do. On retourne sur Bruno, on vient créer une nouvelle requête, on appellera fetch all par exemple, donc c'est get, on crée. La route c'est exactement la même, hein, c'est juste le verbe HTTP qui change. On l'envoie et effectivement on récupère bien un tableau avec notre title et notre ID. Tout ça c'est parfait. Dans le doute on va créer un second to-do histoire d'être sûr. On va créer twitch.tv/orca_tv, n'hésitez pas à passer. C'est validé. Si on retourne sur le second call et qu'on l'actualise, effectivement, on a bien 2 to-do en attente. Donc c'est parfait. Maintenant, on va rajouter la route pour récupérer qu'un seul to-do. Donc comme on peut le voir ici, il y a déjà un groupe avec 2 points to-do ID. Donc c'est une route qui signifie que derrière, on a un argument qui correspond à l'ID. Donc on va en profiter, on va pas créer une seconde route, hein, on va utiliser ce groupe-là. Et derrière, on va le mettre dans le cas d'un get. On va appeler notre route à nous. On va faire use, on va l'appeler fetch. On vient dupliquer index. On appelle fetch. Dans ce cas-là, on va retourner juste un to-do DTO et non pas un tableau. Et là, on fait comme pour le delete. On vient chercher to-do en fonction du paramètre qu'on aura reçu, donc to-do ID, au niveau de la BDD. Si ça ne fonctionne pas, on retourne une erreur simplement pour dire qu'on n'a pas trouvé le to-do. Et dans le cas contraire, on va retourner le to-do qu'on aura été chercher dans notre base de données. Donc return to-do.DTO. C'est parfait, le code a l'air de fonctionner, on recompile et on va tester la route tout de suite. On retourne de nouveau sur Bruno, on vient dupliquer cette route, on va l'appeler fetch one. Ici on récupère un ID et donc on le rajoute dans le pass. Et c'est parfait, on récupère bien qu'un seul to-do et donc les informations uniquement du to-do auquel on a donné l'ID et non pas un tableau comme quand on souhaite récupérer tous les to-do. Donc la route fonctionne bien, ce qu'on a fait fonctionne correctement. J'en profite, côté contrôleur, au niveau du groupe, on a une closure, donc ça rajoute une tabulation, le code n'est pas super propre, je vais vous montrer comment simplifier ça. En fait, on va venir créer une route en plus. Par exemple, do ID est égal à ça. Ici, on efface la closure, et donc là, au lieu d'utiliser la route, celle-là en fait, qui a déjà été définie, on vient préciser que c'est par ID. Voilà. Comme ça, le code est un petit peu plus clean, ça évite les tabulations. Et bien sûr, on n'oublie pas de rajouter ED pour ne pas avoir la méthode avec la closure mais uniquement la création de route. On rebuild pour être sûr que tout fonctionne correctement. On va retester les routes. Pas de changement à ce niveau là. Et si on tape ici, pareil, les routes fonctionnent bien. Le code est juste un peu plus propre. Je repasse sur Bruno une dernière fois. Il nous reste un seul use case à tester, c'est la suppression. On vient de nouveau créer une nouvelle requête qui va être pour delete. On va récupérer cette route là puisque c'est la même. On valide. On a une 204 donc comme quoi il n'y a plus de contenu. Normalement, c'est bon. Si on souhaite récupérer toutes les to-do, on devrait avoir celle-ci qui doit disparaître. On actualise, il n'y en a plus qu'une, c'est parfait. Et donc, si on reteste le fetch one, normalement, on va avoir une erreur ici. Parfait, on a une erreur qui nous indique que la to-do n'est pas trouvée. On a bien une 404. Notre gestion d'erreur est correctement faite. Maintenant, on va imaginer qu'au niveau des to-do, on souhaite rajouter un subtitle. Donc rajouter une nouvelle information au niveau de notre modèle. On va voir comment modifier la BDD et comment modifier les classes pour que tout fonctionne ensemble. Du coup, on commence déjà par la BDD. Ici, on va rajouter un fichier au niveau de la migration. On fait un nouveau fichier Swift. On va l'appeler par exemple to-do add subtitle. On va faire un copier-coller du fichier d'au-dessus pour gagner du temps. Hop, to-do add title. Ici, je vous conseille d'éviter de mettre des strings pour éviter les fautes de frappe, les choses comme ça, simplement parce que le modèle contient cette information. En fait, vous avez le schéma directement en variable statique. On clique dessus. On fait pareil ici. To-do.schéma, parfait. Et donc là, on va pas recréer tout ce qu'il faut. On va simplement altérer le schéma qui est déjà existant. Donc ID, ça existe déjà. Ici, on va rajouter subtitle, ça sera une string qui sera non requis, on s'en fout. Pas obligatoire, c'est un petit bonus dans le modèle. Du coup ici, ce n'est pas create, c'est update. On vient mettre à jour un schéma déjà existant. Et pareil, en cas d'erreur, si on doit revert, on va pas effacer tout le schéma, on vient juste remettre à jour en effaçant ce qu'on a essayé d'ajouter. Et donc pareil, au niveau de la suppression, donc dans le cas d'un revert, si jamais la migration se passe mal, on va effacer le champ qu'on souhaitait rajouter. On efface donc le champ et on met à jour le schéma. On n'efface pas tout le schéma en cas d'une erreur d'ajout de colonne.
On va donc au niveau du fichier de configure et on rajoute notre migration forcément pour que Vapor soit au courant. Et maintenant on va s'attaquer au modèle et au DTO. Et donc au niveau du modèle, on vient rajouter notre champ subtitle, donc avec la nouvelle clé, notre variable, et du coup c'est une string optionnelle hein, vu que c'est pas obligatoire. Pareil, on le rajoute au niveau de l'init. Et maintenant il faut s'attaquer au DTO. Donc au niveau du DTO, j'ai rajouté subtitle. Et pour la conversion en modèle, forcément, j'ai rajouté la ligne ici. Du coup, j'ai changé l'initialisation du DTO au niveau du modèle. Normalement, on est bon, on a changé les 3 parties. Donc, migration de base de données, le modèle et le DTO. Pour rappel, le DTO, c'est ce qui nous permet de convertir de la donnée en modèle ou alors un modèle en données pour l'export. Du coup, on vient builder nos modifs pour faire le test. On voit de nouveau qu'une migration a eu lieu. On a les 2 infos qui sont présentes ici. On va tester nos routes. Pour tester les routes, on va faire 2 tests. On va d'abord essayer de créer une to-do avec uniquement un title, vu que subtitle est optionnel, et ensuite une to-do avec un title et un subtitle. Donc dans le premier cas, pas de souci, ça fonctionne. On va tester le second cas. Pour le second cas, on a donc rajouté un subtitle. On va donc essayer de tout fetch pour voir si on récupère bien les différentes informations. Et c'est parfait, dans le cas où il y a des subtitles, on récupère subtitle. Et dans le cas où il n'y en a pas, on les a pas. Comme on a pu le voir, dans le cas où subtitle est nul, en fait la clé n'était pas affichée. Sauf que c'est une mauvaise pratique dans les API, c'est bien de toujours avoir les mêmes clés en sortie. Et donc ce qu'on peut faire, c'est simplement gérer nous-mêmes l'encoding. On vient rajouter le coding key pour les différentes clés d'encodage. Au niveau de l'encodage, on précise qu'on encode les 3 variables à chaque fois. Et donc si on refait un test, on voit bien que subtitle est simplement mis à nul. Au moins pour les décodages au niveau des fronts, ils pourront tout le temps décoder la clé, simplement la valeur est optionnelle. On arrive au bout de la vidéo sur les modèles et la BDD, j'espère que les concepts ont été bien compris. S'il vous reste quand même quelques questions, n'hésitez pas, il y a l'espace commentaire. Non, pensez à vous abonner, lâcher un petit like, et encore merci d'avoir regardé.